Ravi de vous retrouver pour une nouvelle série d'audiences du tribunal de l'actualité avec sur la table des juges aujourd'hui la question de la neutralité et de la méritocratie dans l'administration publique burkinabé suite à l'adoption le 16 mars dernier de la loi y afférente par l'Assemblée législative de transition. Une actualité qui continue de faire des gorges chaudes ci et là et que nous vous proposons de juger, nous proposons de juger dans ce prétoire ce matin avec deux responsables du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Rimlawend Étienne Kaboré est secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Bonjour. Bonjour monsieur. Nous avons également sur ce plateau Pierre Bondaoulé, chargé de mission du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue à tous les deux et merci d'honorer notre convocation. En face de vous, deux juges de ce tribunal siègent à l'audience de ce lundi. Bonjour juge Bernard Bougman. Bonjour président Tomangui, bonjour juge Ouedraogo, ravi de vous retrouver. Bonjour madame, monsieur. Juge Bougman, bonjour, c'est un plaisir pour moi également de vous retrouver. Président, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur la télé interactive Truc TV en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine, ainsi que sur nos plateformes numériques. Et c'est aujourd'hui la première audience de la 12e semaine de cette année 2023 que nous ouvrons avec les avant-propos des juges que je convoque à présent. Coup de cœur, cri de cœur, interpellations sont au menu de cet instant privilégié des avant-propos des juges que lance ce matin Bernard Bougman. Merci président, aujourd'hui c'est lundi et donc je voudrais, comme tous les lundis, envoyer une pensée positive, mais avant je voudrais prendre la citation de Adrien Vachès qui dit « Nous avons en nous tous un talent caché ». Une graine qui attend patiemment que l'on trouve notre domaine de prédilection pour fleurir puis s'épanouir. Nous avons tous en nous un talent caché, une graine qui attend patiemment que l'on trouve notre domaine de prédilection pour fleurir et s'épanouir. D'ailleurs, ceux qui sont dans le domaine de pousser les uns les autres vers la découverte de leur talent disent que chaque homme a en lui trois grands domaines de passion. Trois grands domaines de passion. Il y a une qui s'exprime plus que les autres, mais si on fouille bien, on peut les trouver. Et à partir de ces trois domaines de passion, on vit pour ce qu'on aime, on vit la vie de ses rêves et on est beaucoup plus épanoui. Mais effectivement, c'est ce qu'on appelle la graine qui est en nous. Donc on peut avoir fait un premier choix de métier qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on voulait et après on s'ennuie, on crée des problèmes aux autres alors que non, c'est parce qu'on n'a pas découvert ce pourquoi effectivement on est appelé. Donc ce talent attend, cette graine attend que d'être découvert pour pouvoir effectivement s'épanouir. Vivement que chacun ou chacune puisse trouver cette graine enfouie en lui ou en elle pour lui faire fleurir et s'épanouir. Et en même temps, comme c'est lundi, je voudrais souhaiter une très bonne semaine aux uns aux autres. Courage aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie, mais aussi à toutes ces personnes qui veillent sur ces personnes déplacées internes et sur nos blessés de guerre. Et courage à toutes ces familles aussi qui ont été endeuillées par les questions de terrorisme ou de toute autre raison. Excellente semaine, bonne journée de lundi. On ne le dira jamais assez, on le redira chaque jour. Force soit aux forces combattantes où qu'ils se trouvent et quoi qu'ils fassent pour nous sécuriser et pour qu'on sorte de cette situation. Juge Inoussa Ouedraogo, ça fait un moment que nous ne vous avons pas pu. Bienvenue, bon retour et on attend votre avant-propos. Merci président. Parlant justement de sécurité, on a vu cette polémique qui est née de ce qu'on a appelé don de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Un avant-propos ne suffirait pas pour discuter de cette polémique-là, mais je voudrais simplement dire que ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire donne des armes au Burkina Faso. Dans le cadre par exemple de l'initiative d'Accra, notre pays avait sollicité l'accompagnement de la Côte d'Ivoire en termes d'armes et de munitions qu'ils ont donné. Nous avons reçu cela et nos autorités à l'époque avaient remercié. C'est vrai que
Et ça n'a pas été mis sur l'espace public, mais je prends cet exemple pour dire que ce n'est pas la première fois que ça arrive et nous souhaitons d'ailleurs que ce ne soit pas la dernière fois, puisque quand la case de ton voisin brûle, quand tu apportes de l'eau, au-delà du fait que tu aides un voisin, tu te prémunis soi-même de ce qui pourrait t'arriver. Donc je pense qu'au-delà des débats en ce moment, nous devons comprendre que la Côte d'Ivoire et le Burkina restent deux pays frères, deux pays voisins qui ont intérêt à mutualiser leurs forces pour mener cette lutte contre le terrorisme-là et aller au-delà des individus et des personnes, parce que ce soit le président Ibrahim Traoré, que ce soit le président Alassane Ouattara, les deux personnes passeront, mais les pays demeureront, les peuples demeureront, et nous avons intérêt donc à aller main dans la main pour la lutte contre ce terrorisme-là. En tout cas, un exemple de solidarité qu'il va falloir peut-être répliquer. On attend aussi que les autres pays expriment de façon plus concrète leur solidarité avec le Burkina Faso, parce que justement, on a 7 voisins qui nous entourent, et quand la case du voisin brûle, vous l'avez dit, eh bien, il faudrait pouvoir l'aider à éteindre le feu, parce que quand le Burkina va tomber, eh bien, si le Burkina tombe, c'est au cœur de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, c'est une digue qui risque de céder. C'était la séquence avant-propos des juges du tribunal de l'actualité qui examine aujourd'hui la loi portant renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique. C'est avec Rimlawend Étienne Kaboré. Il est secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Et c'est aussi avec Pierre Boundaouné, chargé de mission du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, de convoquer pour cette audience sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cette loi qui a été adoptée le 16 mars dernier à l'unanimité des 68 votants de l'Assemblée législative de transition. Waouh, bravo, super, diriez-vous. Vous pouvez vous exclamer que 68 votants, 68 oui, c'est quand même super. En tant que porteur de ce projet de loi, vous êtes satisfait, monsieur le secrétaire permanent de la modernisation de l'administration? Oui, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord, au nom du ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique, vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de cette loi. Je voudrais également saisir l'opportunité pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition et l'ensemble des honorables députés qui ont justement compris l'enjeu de la loi et qui l'ont voté à l'unanimité. Oui, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits parce que tous les acteurs, toutes les composantes de l'Assemblée législative de la transition ont voté cette loi. Tout le monde a voté cette loi, c'est la suite qu'on va voir maintenant. Une victoire pour votre ministère et pour votre ministre aussi, monsieur le chargé de mission? Bien, merci bien, monsieur. Je crois qu'en fait, au-delà de monsieur le ministre, c'est une victoire pour la nation. Cette loi a été portée par le ministère en charge de la fonction publique, c'est vrai. Mais avant tout, c'est une loi de la République. C'est une victoire pour la République, même si elle a été portée par un leader, en la personne donc de M. Bassolma Bazier, ministre d'État, ministre de la fonction publique. C'est une loi c'est une victoire pour la République, une loi donc pour la République, neutralité par-ci, méritocratie par-là. On ne parle plus que de cela au Burkina. Mais cette loi, adoptée à l'unanimité par les 68 députés votants et qui vise à renforcer la neutralité de l'administration publique et à proscrire les recrutements, nominations et promotions basées sur des liens politiques, est fortement controversée, avec notamment des inquiétudes de Bernard Bougman sur l'opportunité d'une telle loi et sa mise en œuvre réelle. Oui, ma première question d'ailleurs c'est finalement comment on l'appelle? Est-ce que c'est loi de dépolitisation de l'administration publique et renforcement de la on a passé ce cap. On ne l'appelle plus loi de dépolitisation. Voilà, c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir déjà comme appellation? Parce qu'il y en a qui disent toujours de politisation, mais je pense que ça change. La loi portant renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique. Ok, donc voilà. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. Okay. C'est ce que les députés ont voté. D'accord, effectivement. Donc à la suite de ce qu'il dit, l'opportunité de ce changement, parce qu'il y en a qui disaient que la loi 081 qui a été votée en 2015
par le CNT, c'était sous notre transition, était aussi pertinente et qu'il suffisait de l'appliquer rigoureusement et puis on règle la question de la neutralité et ou de la dépolitisation, c'est selon. Ouais, peut-être avant, il faut nous expliquer qu'est-ce qui a motivé ce changement sémantique au niveau de l'appellation de cette loi. Oui, c'est vrai. Ok, il faut effectivement rappeler que la loi qui a été introduite à l'ALT portait sur dépolitisation de l'administration publique et renforcement de la méritocratie. Donc, il y a eu différents acteurs qui ont exprimé leur inquiétude quant au terme dépolitisation. Et ça a été discuté au niveau de la CAGDH. Donc, les honorables députés ont estimé nécessaire de voter une loi qui porte sur la neutralité. Donc, nous avons voulu marquer les esprits, nous avons voulu faire simple pour qu'on comprenne. Quand on parle de dépolitisation, tout le monde comprend mieux par rapport à quand on parle de neutralité. Mais de façon générale, le contenu de la loi n'a pas fondamentalement changé et nous sommes satisfaits de ce qui a été voté. Dépolitisation, neutralité, méritocratie, finalement ces termes-là renvoient à quoi aujourd'hui, monsieur le chargé de mission? Une gouvernance vertueuse des ressources humaines. Ça fait une décennie qu'on parle de cette gouvernance vertueuse. Bien sûr que ça fait une décennie, peut-être même plus. Non, j'ai dit plusieurs décennies. D'accord, mais ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de voir, à un moment donné, il faut qu'on puisse s'arrêter. S'arrêter puis voir qu'est-ce qu'on fait pour faire changer les choses. Si probablement depuis lors ça n'a pas changé, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est en cela qu'on s'est dit qu'il fallait marquer les esprits en disant qu'on veut une loi qui aura pour mission de dépolitiser notre administration. Mais comme il l'a dit, en dépit du terme dépolitisation qui a été retiré, la loi n'a pas changé. Elle est restée égale à elle-même dans son contenu et dans ses dispositions. Autrement dit, ça veut dire qu'en réalité, ce qu'on visait reste d'actualité. Il s'agit d'avoir une gouvernance vertueuse qui permette de faire la promotion des individus, non pas en fonction de leur bord politique, mais tout simplement en fonction de leurs compétences et de leurs aptitudes à faire bien le travail qui est recherché. Donc vous pensez que c'est le moment? C'est bien le moment. Oui, on revient à la question du juge qui voulait donc savoir exactement pourquoi on ne fait pas simplement appliquer les termes de la loi 081. Si j'ai bien compris. Oui, exactement. Cette loi 081, c'est la loi 081-2015-CNT portant statut général de la fonction publique d'État. Oui, c'est vrai, beaucoup d'acteurs effectivement posent la même question. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas simplement la 081? Je voudrais rappeler un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est de dire effectivement la loi 081 a évoqué le principe de neutralité. Ça c'est vrai. Mais ce que la loi 081 n'a pas précisé, c'est par exemple les fonctions techniques. Vous allez parcourir la loi 081, vous ne verrez pas la liste des fonctions techniques, alors que cette loi liste de façon précise, même si ce n'est pas exhaustive, les fonctions techniques. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la création de délits et de sanctions qui vont avec. Vous allez dans la loi 081, vous n'allez pas voir délit de création de cellules de partis politiques dans l'administration publique ou délit d'utilisation des biens de l'administration publique à des fins politiques. Donc, ce sont de nouveaux délits qui ont été créés avec des sanctions qui vont avec. Et le dernier élément, c'est de dire la loi est vraiment spécifique. Elle est spécifique dans la mesure où elle va nous donner les éléments, les instruments pour pouvoir mettre de façon, pour pouvoir justement implémenter cette neutralité-là dans l'administration publique. Vous remarquerez que la loi a prévu la prise d'un décret d'application, donc pour définir les conditions et les modalités d'accès aux différentes fonctions techniques. Donc c'est une loi qui recentre le débat sur pour renforcer, comme elle indique elle-même cette loi, la neutralité dans l'administration. Mais n'aurait-il pas simplement fallu relire la loi 081, M. Boundaoné? Je l'ai dit tantôt, relire, oui, on aurait pu le faire, mais marquer le coup en allant sur une loi spécifiquement consacré à cette question est encore meilleur selon nous. Parce que quand on regarde, la loi 081, en certaines de ces dispositions, évoque des dispositions qu'on a déjà dans la loi portant neutralité dans l'administration publique. Mais au fond, quand on regarde, c'est de portée générale. Et on voulait quelque chose qui marque, qui frappe
D'où d'ailleurs le premier intitulé dépolitisation. Aujourd'hui, avec le décret qui a été également proposé à l'Assemblée nationale avant l'adoption, force est de constater que ce décret a été également lu de fond en comble par nos honorables députés avant de voter la loi. Autrement dit, on s'est rendu compte qu'avec cette loi, on est allé beaucoup plus en profondeur sur ces questions que ne le fait la loi 081 qui porte statut général de la fonction publique de l'État. Le décor est donc planté. Nous recevons aujourd'hui deux invités à la barre convoqués du tribunal de l'actualité. Il s'agit de Étienne Kaboré. Il est secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, mais aussi de Pierre Boundaoulé, chargé de mission du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Et nous parlons bien évidemment de cette loi portant renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique. Merci Président. Je voudrais que nos invités reviennent un peu sur l'exposé des motifs. Qu'est-ce qui vous a amené, in fine, à aller vers donc, cette loi-là, cette nouvelle loi? Ok, merci. Il faut dire que l'élaboration de cette loi fait suite à l'exploitation de plusieurs rapports. Le premier rapport est le rapport du Collège des sages de 1999, donc qui a conclu à la politisation de notre administration publique. Le deuxième rapport est le rapport du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, de 2009, qui a également conclu à la politisation de notre administration publique. Et à l'issue de ces deux rapports, l'administration publique, à travers le ministère en charge de la fonction publique, a commandité une étude pour essayer de comprendre et cerner le phénomène. Donc cette étude a également conclu à la politisation de notre administration publique à travers plusieurs manifestations, nominations sur des bases politiques, recrutement sur des bases politiques, sanctions de personnes qui ne sont pas du même parti politique, absentéisme pour aller soutenir lors des campagnes, etc. etc. Donc c'est à l'issue de cette étude-là qu'une recommandation a été faite d'élaborer une loi pour essayer d'encadrer et de lutter contre ce phénomène. Donc depuis 2015, donc, nous avons entamé le projet qui n'a pas abouti, et à la faveur de cette transition, le projet a été relancé et heureusement il a vu le jour avec son adoption le 16 mars dernier. Que cette nouvelle loi aussi prend en compte les aspects de religion et d'ethnie et d'idéologie. Est-ce que les rapports dont vous parliez tout à l'heure, ou est-ce que dans vos différentes études, vous vous êtes rendu compte que c'était un phénomène grandissant dans l'administration publique pour qu'il avait? Bien sûr. Bien sûr que le rapport a fait comprendre, au-delà de ce qu'il a dit, il faut ajouter aussi le fait qu'on trouvait dans nos différentes administrations des structures religieuses, des structures politiques qui sont installées. Et tout ça, c'était un peu les signes qui montraient que notre administration était fortement en train de se politiser, puisque par endroits, vous trouvez des regroupements d'individus au profit de tel parti politique, au profit de tel autre parti politique. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas de nature à maintenir la neutralité de l'administration et donc qui ont pour conséquence de rompre un peu avec cette neutralité-là. D'où donc l'idée de dire qu'il faut qu'à un moment donné, on fasse quelque chose. Maintenant, les questions religieuses, effectivement, oui, on en a parlé, mais le problème n'est pas de dire que la religion elle-même est un problème dans l'administration. Le problème, c'est l'usage qu'on peut faire de la religion. Aujourd'hui, quelqu'un qui est dans son administration et qui va prier simplement et qui revient, il n'y a pas un problème. Mais lorsqu'il a pour vision de dire qu'un tel n'est pas de telle religion et qu'il ne faudrait pas qu'il nous suive, ou alors il ne faudrait pas qu'on échange avec lui, ou alors il se regroupe mais seulement entre individus appartenant à la même religion dans un service, ça commence à poser problème lorsque surtout ce regroupement a des visées politiques. Donc c'est un peu l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques que nous on vise à travers cette loi, pas le fait même de la religion. Ce que je veux dire, est-ce que si le constat a été fait de façon concrète, est-ce que vous avez des exemples précis pour permettre aux uns aux autres de mieux comprendre de quoi tout cela retourne? Parce que ça peut créer effectivement des amalgames. Est-ce que dans notre administration, il y a des regroupements sur la base de l'ethnie avec des visées politiques?
est-ce que dans notre administration, il y a des regroupements sur la base religieuse avec un nid de mie et des visées politiques? Est-ce que vous avez des exemples concrets pour nous étayer en fait ces éléments-là? Ok, je voudrais à la suite de M. Bondaoné préciser que la loi n'a pas vocation à réglementer la pratique religieuse dans notre administration publique. Il y a d'ailleurs une loi en préparation au niveau du ministère en charge de l'administration territoriale pour régler cette question. Ce dont il est question ici, ce sont des questions de politisation de notre administration publique. Donc, si vous utilisez la religion pour faire la politique, la loi interdit cela. Mais si c'est la religion pour aller prier, pour porter le voile, il n'y a aucun problème à ce que ça se passe dans l'administration publique. Donc nous voulons rassurer les uns et les autres, surtout les religieux, sur le fait que la loi ne vise aucunement la religion. La loi vise les actes de politisation de notre administration publique et elle vise notamment l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Bernard Bougman? Oui, mais il y a, comment on appelle ça, si je lis l'article 24, on dit qu'ils sont considérés comme, au niveau des fautes, de premier degré, le fait de poser des affiches à caractère idéologique, ethnique, religieux ou régional à des fins politiques ou partisanes au sein de l'administration publique. Porter ou d'aborder des signes distinctifs de personnalité politique à des fins de formation politique. Voilà. Donc, quand je prends le premier alinéa, là, poser des affiches à caractère idéologique, ethnique, religieux ou régional à des fins politiques ou partisanes au sein de l'administration. Bon, religieux à des fins politiques. Ma question rejoint celle de juge Ouédraogo. Je voudrais vraiment plus de précision. C'est-à-dire que j'appartiens à une religion quelconque, à une manifestation religieuse, je colle pour dire que tel jour, il y a telle prière ou il y a telle cérémonie religieuse. Est-ce que ça c'est sanctionné ou bien que c'est à des fins politiques? C'est là que la compréhension... Voilà, parce que en tant que religieux, je ne peux pas aller porter pour dire qu'il y a un meeting qui sera animé par le président Tomongui et je l'affiche en tant que religieux et dire que la cellule de prière de telle administration est invitée sur le meeting. En fait, je ne vois pas bien le lien entre le caractère religieux à des fins politiques là. Ok, je voudrais déjà faire, on va dire, une première précision, parce que l'article que vous avez lu a été amendé avant d'être voté, et donc le terme partisan a été enlevé. Donc il reste seulement, l'article s'intitule ainsi qu'il suit, sont considérés comme faute de premier degré le fait de poser des affiches à caractère idéologique, ethnique, religieux ou régional à des fins politiques au sein de l'administration publique. Ça, c'est le premier alinéa. La précision, c'est de dire, si vous allez dans la mosquée ou là où les personnes se retrouvent pour prier, il n'y a aucun problème. Que ce soit les catholiques ou les religieux, ça ne pose aucun problème. Maintenant, si vous finissez votre prière, ou bien si avant votre prière, vous avez des meetings politiques, vous faites des discours politiques, c'est ce qui est interdit par la loi. Donc, vous vous en tenez à la prière, ça ne pose aucun problème, mais il ne faut pas que avant ou après ou pendant, vous puissiez utiliser cette opportunité-là pour parler politique, pour faire de la politique. Donc c'est exactement de ce dont il est question. Mais est-ce que les prières sur les lieux de travail au niveau de l'administration, est-ce que cette loi-là vise à interdire ou bien c'est toujours permis? Parce que parfois vous passez à des heures de prière, vous voyez, si ce n'est pas pour réciter l'Angélus, c'est pour dire la prière de l'après-midi chez les musulmans ou de toute autre prière. Et puis, parfois on voit ça dans l'administration. Est-ce que ça c'est toujours permis ou bien ça ne rentre pas dans le cadre de cette loi? Oui, c'est vrai que ça a suscité des inquiétudes, mais nous voulons être très clairs et précis. Cette loi ne réglemente pas la pratique de la religion dans l'administration publique. Donc vous pouvez continuer à prier dans l'administration publique sans que cela ne pose problème. Vous pouvez porter votre voile si vous souhaitez, ça ne pose aucun problème. Alors, en disant cela et en parlant de religion, il y a ce qu'on appelle les signes visibles, les signes extérieurs de la religion. Et l'ONAFAR, l'Office national des faits religieux, avait stigmatisé le fait que justement les religions traditionnalistes sont un peu ostracisées par rapport à cet affichage, si vous voulez. Je peux arriver à mon bureau avec le chapelet, si je suis un chrétien, ou avec le chapelet du musulman, mais lorsqu'on exhibe
une queue ou quelque chose du genre, on est tout de suite fui ou ostracisé. Alors, quelle est votre attitude par rapport à ce fait-là? Quelle est votre attitude par rapport à cette réalité aussi, où dans l'administration, on peut très bien avoir son chapelet, mais pas son panier ou son petit, ou son plumeau, ou quelque chose comme ça? Bien, Nous sommes en Afrique et nous pratiquons tous ces religions-là d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? D'accord. En fait, ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est que vous n'avez pas dit qu'il y a un problème avec l'administration. Vous dites que vous êtes fui lorsque vous venez avec une queue de je ne sais quel animal, une calebasse remplie je ne sais de quoi. Lorsque vous vous présentez, ce sont les individus qui vous fuient. Autrement dit, jusque-là, l'administration n'est pas inquiétée. Elle n'a rien dit. C'est vous qui avez constaté que les gens ne sont pas nourris. Est-ce que l'administration protège ou protégera désormais ces personnes qui veulent montrer aussi qu'ils sont d'une certaine obédience religieuse? Voyez-vous, ce qu'on recherche dans tout ça, c'est qu'il faut que l'administration fonctionne de façon optimale et qu'elle permette à tout usager du service public de se sentir dans un endroit relativement neutre pour lui permettre de faire ce pourquoi il est venu et d'être servi à la hauteur du service qu'il attend. Si on est d'accord avec ça et que cette pratique-là n'aura aucunement une conséquence sur justement le bon fonctionnement de notre administration, sur le bon service rendu à notre client ou à notre usager, vous voyez que quelque part déjà ça pose moins de problèmes. Mais il va de soi qu'au-delà de tout, il y a quand même une idée de bon sens que chacun devrait avoir. Et ce bon sens-là, c'est de faire en sorte que lorsque vous arrivez quelque part, que vous ayez l'impression que vous êtes accepté par tout le monde dans le milieu. Mais si vous arrivez dans des conditions qui sont à la limite repoussantes pour les autres, évidemment, ça voudrait que quelque part, à un moment donné, même si l'administration fermait les yeux, elle sera obligée de les ouvrir et à rappeler le caractère neutre de l'administration. Puisque par définition, ce que vous faites empêche le bon fonctionnement de notre administration. Oui. Maintenant, la loi sur les libertés religieuses viendra à un moment donné fixer ces conditions-là. Et en ce moment, ce n'est pas cette loi, parce que la vocation de cette loi, c'est vraiment de viser que l'administration soit le plus productive possible et que les individus, évidemment, par conséquent, soient le plus productifs possible. Et pour que les individus et l'administration aient la production escomptée, il est bon que chacun soit à la place qu'il faut, et c'est en cela qu'on parle de méritocratie. C'est en cela que l'on parle de méritocratie, double ration de convoquer pour cette audience du tribunal de l'actualité Étienne Kaboré, secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, et Pierre Bondaouné, chargé des missions du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Et nous parlons bien sûr de cette loi, une loi portant un renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique. Juge Inoussa Ouedraogo. Merci Président. Je veux qu'on revienne un peu sur la loi 081 parce qu'ils sont tellement voisins ces deux lois-là. Mais je constate qu'à l'article 77 de la loi 081, il est dit quelque part que le Premier ministre est le premier responsable, le chef de l'administration publique. On sait assez souvent que ces premiers ministres-là sont nommés en fonction, en tout cas, de leur appartenance, soit politique, idéologique, et ainsi de suite, politique. Et comment on fait justement pour que le premier chef lui-même étant choisi sur la base, bien entendu, peut-être qu'il y a des éléments de compétence, mais sur la base d'abord de la même vision politique et idéologique qu'il peut avoir avec le chef de l'État, comment on fait la jonction, à quel moment on peut dire qu'un tel a été choisi sur la base de ses compétences simplement comme ça, ou qu'il y a un soubassement idéologique et politique derrière, parce que quand on nomme quelqu'un, c'est parce qu'on veut qu'il implémente une vision à la fois politique et idéologique de la société. Comment concrètement vous arrivez à faire la part des choses? Peut-être qu'il faut noter déjà que les fonctions techniques dont on parle n'incluent pas le niveau primatorial, encore moins le niveau ministériel. Ça, c'est deux choses d'abord qu'il faut peut-être distinguer. Donc, le Premier ministre peut être bel et bien nommé
en fonction des considérations politiques, parce qu'il ne s'agit pas d'agents de l'administration. De considérations politiques, partisanes, amicales ou tout ce qu'on veut. Voilà. Maintenant, vous avez cité l'article 77, justement, qui dit que le Premier ministre est le premier responsable de l'administration publique, mais qui délègue ce pouvoir-là, en tout cas, au ministre chargé de la fonction publique. En l'occurrence, le ministre d'État aujourd'hui. Donc c'est lui, justement, sur les instructions du Premier ministre, qui va faire fonctionner l'administration dans un sens comme dans un autre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le ministre, quand lui il arrive, ce qu'on lui a demandé justement à travers cette loi-là, c'est de ne pas nommer des gens en fonction de considérations autres que compétences techniques, compétences managériales. Ce qui n'est pas toujours le cas, monsieur le chargé de mission. D'où justement l'avènement de cette loi, si je peux dire ça ainsi. Et si cette loi, effectivement, est appliquée dans toute sa plénitude, ça voudra dire que désormais, nous aurons dans notre administration des techniciens de l'administration. Autrement dit, nul ne devrait être nommé en fonction de considérations autres que techniques et managériales. Dans ce sens-là, ça voudra dire que, certes, le Premier ministre est politique, le ministre, il peut l'être également, par nécessité. Même le Premier ministre peut être technocrate également. Il est politique mais aussi. C'est pas ce côté que nous retenons. Ce que nous retenons, c'est beaucoup plus le côté nomination dans les emplois de l'administration. Et à ce niveau-là, les nominations se feront de façon technique et par conséquent, on a plus de chances, en nommant des gens plutôt techniques que autre chose, d'avoir la productivité escomptée à chaque niveau de la chaîne de l'administration. Je vais expliciter ma question. Nous sommes tous de la même promotion. Bien sûr. Et nous occupons tous le même bureau, peut-être au niveau de l'administration, au niveau de la fonction publique. D'accord. Mais à un moment donné, on vous nomme et moi, on ne me nomme pas. Ce n'est pas sur la base d'un test ni d'un concours. Mais on dit sur la base de compétences. Si nous sommes tous allés à la même école, comment justement, à un moment donné, on peut me démontrer que c'est sur la base de votre compétence à vous qu'on vous a nommé et moi pas. De façon concrète, je veux dire l'application de comment on mesure, comment on fait le choix d'un EG ou d'un directeur général, etc. Parce que c'est des postes techniques. Comment on fait concrètement sans être sûr que ce n'est ni la religion, ni l'appartenance politique ou la proximité idéologique qui justifie. Est-ce que vous avez des éléments pour permettre de faire ce travail? On va laisser le secrétaire permanent répondre à cette question. Ça nous ramène aussi à cette question de bonne gouvernance simplement. Mais comment on fait? Quel indice nous permet au ministre de dire celui-là il est plus compétent ou il rendra mieux ce que j'attends de lui à ce poste-là plutôt que celui-là? Je pense qu'il y a deux éléments importants qu'il faut prendre en compte. Nous avons précisé que la loi a prévu la prise d'un décret d'application qui définit les conditions et les modalités d'accès aux fonctions techniques qui ont été précisées dans la loi. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Vous pouvez être dans le même bureau, sortir de la même promotion, mais vous pouvez ne pas remplir les conditions. Si on dit par exemple qu'il faut être A1, c'est un exemple que je prends, et que vous n'êtes pas A1, vous êtes A2 ou vous êtes B, ça veut dire que c'est déjà un élément de différenciation, même si vous êtes dans le même bureau, même si vous êtes dans le même corps. Ça, c'est le premier élément. Au-delà de ces aspects, il y a aussi la prise en compte des aspects d'intégrité, les aspects de bonne moralité, etc., etc. Donc, si vous avez deux personnes en face, vous pouvez, sur la base des questions d'intégrité, des questions de moralité, faire le choix. Ce que nous disons, il ne faut pas que ce soit le critère politique qui soit l'élément qui permettent de faire le choix entre les deux. Mais de façon absolue, si on compare deux personnes, on trouvera toujours, sans que ce ne soit sur des critères politiques, des éléments pour pouvoir faire la différence. On est pratiquement au cœur du sujet, parce que c'est la question des nominations et autres qui fait justement que cette loi est à la fois approuvé, mais à la fois discrédité. Le ministre de la fonction publique lui-même justifie la nécessité de cette loi par, je cite, les effets néfastes de la politisation de l'administration, notamment le recrutement, la nomination et la promotion des agents publics sur la base de critères partisans qui constituent un frein à l'efficacité de l'administration publique. Bernard Bongo. Oui, tout à fait. Mais il y a un enjeu
qui est que dans toute formation pour servir au niveau de l'administration, il y a une phrase qui sort en général. L'enjeu est de former des cadres techniquement compétents et politiquement conscients. Souvent on l'entend ça. Bon, comment est-ce qu'on arrive ça au niveau des fonctions quand on a l'impression qu'on ne veut plus entendre parler de politique? Parce qu'il faut également créer un équilibre. La compétence technique seule sans un minimum de bagage politique, voilà, de conscience politique. Tout à fait. En fonction de où va le pays, c'est important. Je voudrais répondre à cette question-là comme suit. Déjà, la loi n'interdit nulle part que quelqu'un qui est politiquement affiché ne soit pas promu à travers une nomination à un poste de responsabilité, par exemple. Autrement dit, je peux être techniquement très compétent, mais aussi politiquement très affiché. Évidemment, dans ce contexte-là, si je suis nommé, c'est sûr que ça ne fera pas grand bruit. Je ne dis pas que ça ne fera pas du tout de bruit, mais pas grand bruit. Parce que quelque part, on reconnaît au moins que je remplis les critères de compétences recherchés. Là où le problème va se poser, ce serait justement où, certes, je suis un agent du ministère, politiquement très affiché, peut-être à la compétence entre griffes quelque peu douteuse. C'est à ce niveau-là, dès l'instant que ce maillon-là va manquer, très rapidement, la nomination va faire grand bruit dans la presse. Autrement dit, le cumul de compétences techniques et d'appartenance politique ne pose pas de problème dès lors que le premier critère recherché était d'être compétent, vous l'êtes, il n'y a aucun problème. Maintenant, si on est dans ce sens-là, ça voudra dire que ça répond à votre préoccupation qui était que l'intéressé, il est techniquement bon, mais politiquement consciencieux. Ça ne pose aucun problème à ce niveau. D'accord. Je pose la question parce que à plusieurs reprises, on entend dans certains cercles, il est très bon, mais bon, comme il n'est pas du même parti que nous, sinon techniquement, il est bien, même sur le plan de la compréhension des choses, c'est sur qui on peut compter, mais bon, on n'est pas du même parti. Il y en a qui ont même été nommés, qui n'ont pas pu prendre fonction à cause effectivement de ces considérations. L'autre enjeu, effectivement, au niveau du Burkina, c'est d'arriver à se lever au-dessus de ces considérations-là pour faire la promotion de la compétence technique. Là, ça va demander notre travail pour faire comprendre les choses. Mais il y a des postes de direction qui étaient nommés parfois par appel à candidature. Aujourd'hui, alors que dit cette loi? Ou bien c'est dans les décrets d'application? Parce que quand j'ai parcouru, peut-être que dans les amendements ça y figure, mais je n'ai pas vu ça quelque part. Oui, justement, relativement à cette question, on apprend dans l'opinion, en tout cas, il ressort des opinions des uns des autres que justement cette loi intervient dans un contexte où ce qui était prévu n'est pas respecté. Et comment est-ce que les porteurs d'une telle loi ne commencent pas par respecter l'existant en matière de nomination, en matière d'un certain nombre de critères, et disent maintenant que bon, on va faire table rase du passé, et à partir de l'adoption de cette loi, eh bien voilà, c'est la neutralité dans l'administration et c'est la bonne gouvernance et c'est tout, et c'est tout. Comment est-ce qu'on arrive à faire cette magie où on passe d'une situation décriée à une situation, c'est-à-dire que les nominations qui ont été déjà faites là, ça passe à perte et profit, et on reprend maintenant avec cette loi sur de nouvelles bases. C'est ce que ça veut dire, monsieur le secrétaire permanent de la bonne gouvernance. Oui, merci beaucoup. Donc, je voudrais commencer par dire que la loi, ceux qui ont été nommés actuellement, j'allais dire, ne l'ont pas été, j'allais dire, en application de cette loi, parce que cette loi, elle vient d'être votée, elle n'existait pas. Le deuxième élément, c'est que cette loi aussi, et en plus les décrets d'application qui vont suivre, vont donner des outils aux différents responsables pour pouvoir nommer, j'allais dire, de façon équitable, en tenant compte des critères techniques
qui seront définis pour ces différentes positions. Donc nous pensons qu'à travers l'application de cette loi, parce que jusqu'à présent les dispositions qui existent dans les différentes lois, en tout cas n'ont pas produit les effets escomptés, nous avons estimé qu'il fallait par exemple lister les fonctions techniques, il fallait également donner les modalités, les conditions d'accès à ces fonctions techniques-là. Et à l'issue de tout cela, nous espérons que cette loi va porter ses fruits et que ça va changer par rapport à ce qui se pratique, par rapport à ce qui se voit jusqu'à présent. Le juge Bernard Bougma a posé une question précise, notamment sur la situation des postes appel à candidature. Oui, par rappel à la candidature. Par rappel à la candidature qu'on a balayé du revers de la main depuis quelque temps. Il faut préciser que pour ce qui concerne cette loi, ça n'a pas été balayé du revers de la main. Les discussions sont en cours pour finaliser, prendre en compte les implications des changements de la loi sur les décrets d'application. Mais il faut dire que dans les discussions qui ont eu déjà lieu sur ces décrets d'application, c'est prévu que pour certaines fonctions, les fonctions par exemple des établissements publics de l'État ou les fonctions de coordinateur de projets et programmes, qu'il y ait appel à candidature. Bien entendu, cet appel à candidature devrait aboutir à une shortlist, à une liste réduite de personnes dans laquelle le Conseil des ministres va choisir. Donc, ces fonctions qu'on doit, pour lesquelles on doit recruter par appel à candidature vont toujours exister. Et le décret d'application va préciser de manière claire et précise quelles sont les modalités également. Alors, le décret d'application qu'on attend, et c'est là où justement on a des problèmes, l'application des lois. On a plein de lois dans le tiroir qui ne sont jamais appliquées. Qu'est-ce qui vous fonde à penser qu'aujourd'hui les choses vont effectivement changer et que cette loi sera appliquée, décret d'application ou pas? Bien, je crois qu'après promulgation de la loi et donc après prise du décret, il faut dire que déjà, à travers cette émission et d'autres à venir, l'objectif, c'est de sensibiliser les uns et les autres. C'est aussi bien les gouvernants que les gouvernés, donc les citoyens. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, je crois que le citoyen pourra se faire un peu le défenseur de cette loi-là. Et on pense qu'on ne l'a pas faite parce qu'on n'y croit pas. On l'a faite parce qu'on y croit. Et parce qu'on y croit, on va jusqu'au bout. Et on estime que, quelque part, ça permettra de pouvoir régler le problème que nous avons identifié, à savoir la politisation de notre administration. Si tant est qu'une loi votée a vocation à être mise en œuvre, nous estimons que on fera mains et pieds à travers différentes stratégies, différentes communications, différentes sensibilisations, pour que justement cette loi-là ne soit pas une loi parmi tant d'autres, mais qu'elle soit une loi faite pour être effectivement mise en œuvre. Une loi mise en œuvre de laquelle on sort la politique de l'administration, mais est-ce seulement possible? D'aucuns parlent même de désyndicalisation de l'administration. Il nous savait trop. Tout à fait. Avant de revenir à cette question, je voudrais quand même mieux comprendre. Cette loi intervient dans un contexte où les partis politiques, les hommes politiques ont été ostracisés, mis à l'écart, tous les malheurs du pays sont mis sur le dos des hommes politiques, etc. Et on vote une nouvelle loi aussi sur la dépolitisation. Est-ce que l'un des objectifs recherchés justement, c'est de décourager les fonctionnaires à s'engager et à militer dans les partis politiques de façon ouverte? Autrement dit, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette loi, s'engager dans un parti politique et militer en toute faveur ne peut pas être une conséquence pour l'ascension d'un fonctionnaire? Et l'autre point de ma question, justement, c'est ce que le président évoquait. On a assisté ces derniers temps à une syndicalisation de l'administration. On a dépolitisé pour mieux syndicaliser. Est-ce que vous avez souvent entendu ce discours-là et quelle réponse vous apportez en lien avec cette question? Parce que je peux ne pas appartenir à un parti politique, mais appartenir à une organisation syndicale. Et quand on sait que nos organisations syndicales ont aussi des contenus idéologiques, comment vous appréciez ces différentes questions?
Et il y a des conventions qui donnent droit à tout agent d'être syndiqué. Donc, appartenir à un syndicat n'est pas un problème, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, vous avez raison. Je voudrais justement rappeler que le Burkina Faso a ratifié plusieurs conventions à la matière et c'est tout à fait normal qu'il y ait des syndicats dans notre administration publique. Ce qui n'est pas le cas pour les partis politiques. Il n'y a aucune loi qui dit qu'on doit créer des cellules de partis politiques dans l'administration publique. Donc je pense que ce discours, on l'a bien entendu, je pense qu'il y a un mélange de gens, parce que ici, il n'est pas question de syndicalisation de l'administration, mais parlons bien de la politisation de notre administration publique. Donc c'est un problème réel, c'est un problème que tous les acteurs reconnaissent, tous les acteurs ont reconnu la nécessité, l'utilité de cette loi. Certains acteurs peut-être la critiquent sur certains aspects, ce qu'on peut comprendre, mais il n'est vraiment pas question de syndicats dans cette loi. Le deuxième aspect de votre question, c'est est-ce que cette loi ne va pas décourager les agents publics à faire de la politique? Est-ce que c'est l'objectif? Non, ce n'est pas du tout l'objectif. Ça ne peut même pas être l'objectif parce que la constitution de notre pays reconnaît le droit à tous les Burkinabés de faire de la politique. Donc nous avons été clairs là-dessus. Si vous êtes compétent et politiquement affiché, si on vous nomme, ça ne pose aucun problème. Donc moi je pense que cette loi aura un effet induit positif dans la mesure où ça va amener aussi les partis politiques à recruter justement des personnes qui sont techniquement compétentes, mais également à former leurs militants pour pouvoir occuper, j'allais dire, sans qu'il y ait trop de discussions, ces postes techniques-là. Oui, mais là l'inquiétude aussi, c'est pas une inquiétude. La réalité c'est que on a qu'après les élections, il y en a qui se déclarent de la majorité et d'autres de l'opposition. Donc tu dis, nous allons vous juger au résultat. Nous ne nous en mêlons pas. Donc vous êtes un président de parti politique, vous êtes un ministre, vous voulez prendre, qui a été élu, vous avez nommé vos ministres, mais vous avez besoin de cadres de l'autre parti politique, techniquement compétent, politiquement conscient, mais on dit qu'il est de l'opposition. Et donc, pour le prendre, c'est très difficile. Même s'il veut, son président peut s'opposer, et lui-même par principe ou par devoir vis-à-vis de son parti, est-ce que ce n'est pas une des réalités qui va aussi limiter la bonne intention que se cache derrière cette loi? Parce que parfois, effectivement, vous avez de très bons techniciens dans l'autre camp, mais que vous ne pouvez pas prendre parce qu'ils se disent qu'ils sont de l'opposition et disent qu'ils ne veulent même pas venir. Donc, ils préfèrent vous juger au résultat pour que si ça ne marche pas, qu'ils puissent prendre le relais. Parce que venir vous aider, c'est réussir également votre magistère. Bon, puisque de toute façon, le gouvernement gouverne et l'opposition. Ça, c'est la réalité. Donc, parfois, le gouvernement même a du mal à aller piocher dans l'opposition, même s'il veut souvent. Vous savez, il a été dit quelque part à une époque de notre administration que la majorité gouverne et l'opposition s'oppose. Exactement. C'est ce principe-là que vous parlez. Oui. Mais là, c'est purement de la politique politicienne. Ce n'est pas de ça que nous, on parle. En réalité, ce qu'on vise ici, la question que vous aviez posée, est-ce qu'on ne va pas décourager l'agent public à se démarquer vers des partis politiques? Mais notre problème à nous, ce n'est pas de l'empêcher ou de le décourager d'y aller. Notre problème ici, c'est de lui dire, c'est pas simplement parce que tu es dans le parti politique que cela va t'ouvrir droit au chapitre de nomination. Il faut en plus que vous ayez le bagage nécessaire, les aptitudes nécessaires, la compétence nécessaire pour pouvoir y arriver. Donc le seul fait de dire que je suis du parti politique au pouvoir, ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est de dire que ça ne suffit plus pour pouvoir être nommé à un certain niveau de responsabilité. Mais pas de les décourager. Allez-y, et comme le secrétaire permanent l'a dit, allez-y, et il revient justement à vous de savoir que, quel que soit votre niveau de formation technique aujourd'hui, vous pouvez la renforcer d'une manière ou d'une autre. Et il revient aussi aux partis politiques de dire, oui, on a des gens qui sont là, mais à la limite, ils n'ont pas les compétences qu'il faut pour nous permettre de pouvoir faire avancer les choses telles qu'on le veut. Et ils vont devoir soit faire la cour à des gens qui sont compétents, soit former des gens qui ne sont pas compétents afin qu'ils le soient pour pouvoir les utiliser à un moment donné. Non, c'est un peu tout ça. Mon propos, je précise, un parti A est au pouvoir, donc à la majorité, ou n'est pas le parti qui a gagné les élections, mais siège au sein de parti de la majorité présidentielle, APMP. Maintenant, de l'autre côté, vous avez des cadres également qui sont dans l'opposition, affiliés au chef de file de l'opposition. Vous êtes la majorité, vous avez besoin d'une compétence
qui siège au sein du chef de file de l'opposition. Et vous avez besoin de ce cadre-là qui vous dit, écoutez, nous sommes de l'opposition, je ne peux pas venir avec vous. Et en fait, c'est ça, moi, ce n'est pas de dire que... non, c'est comment est-ce que sur ces réalités-là on fait. Il veut venir, mais il craint également que son président le dise qu'il est en train de trahir le parti, il est en train d'aller vers des verts pâturages. C'est ça, là. En fait, c'est de ça que je veux parler. Est-ce que l'administration peut utiliser, entre guillemets, un cadre qui est de l'opposition pour servir la nation, finalement, malgré sa casquette d'opposant? Oui, vous avez bien dit, il est tout à fait normal et indiqué. C'est d'ailleurs aussi l'objectif de cette loi, c'est de faire en sorte qu'on puisse se départir de la politique politicienne. Nous voulons construire notre nation. Et nous devons être capables d'aller chercher les compétences où qu'elles se trouvent. Et dans ce sens-là, que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, on ne vous appelle pas à venir servir parce que vous êtes de l'opposition ou de la majorité. On vous appelle parce qu'on a estimé que pour cette fonction technique, vous avez les compétences et vous êtes la meilleure personne pour pouvoir amener le bateau à bon port. Donc, de ce point de vue-là, je pense que les partis politiques devaient même aller dans ce sens et permettre leurs militants, que vous soyez de l'opposition de la partie, ou du parti au pouvoir, d'aller servir. Parce que c'est de la nation qu'on est en train de parler, c'est d'aller servir la nation. Et nous pensons que c'est vraiment ce que vit cette loi, nous départir de la politique politicienne. Nous départir de la politique politicienne et avancer sur les chantiers de la bonne gouvernance. Nous n'avons pas eu le temps de parler des chantiers de la bonne gouvernance. J'espère qu'on aura une autre audience là-dessus, puisque dans vos prérogatives, vous êtes également porteur du contrôle de présence des agents publics. Vous travaillez également à l'organisation type des départements ministériels, ce qui est très intéressant, je dirais. Donc on aura l'occasion d'en parler, puisque le temps qui nous est imparti pour cette émission est arrivé à son terme, et cette audience du tribunal de l'actualité s'achève. C'est la première de la 12e semaine de l'année 2023 consacrée à la loi portant renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique, avec Rimlawend Étienne Kaboré, le secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Merci d'avoir honoré notre convocation. Merci à vous. Et nous avions également sur le plateau Pierre Bundaoune, chargé de mission du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Merci d'avoir honoré notre convocation. C'est nous qui vous remercions. Merci au juge Bernard Bougma, merci. Merci au juge Inoussa Ouedraogo, et merci aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre fidélité et pour votre attention. Hommage renouvelé à toutes nos forces combattantes, prompt rétablissement aux blessés et aux malades, et n'oublions pas de prendre soin les uns des autres, en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.